Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour nous, ce moment d'inauguration, c'est un immense joie. C'est plus d'un an de travail. Donc je pense avant tout à toute l'équipe organisatrice et à Françoise Sirot qui a insufflé ce projet. Et donc pourquoi cette inauguration en fait? C'est l'important, c'est l'objectif qu'on s'est fixé, c'est vraiment de promouvoir les sciences auprès de tous, de vulgariser et de donner, de faire briller les yeux des enfants, que peut-être qu'on va susciter des vocations après ce festival. Donc, je veux d'abord donner la parole à nos partenaires et sponsors. Nous avons la chance d'avoir aussi des partenaires et intervenants qui ont accepté d'intervenir pendant ce festival-là. Donc, je voulais quand même s'ils sont pas mis dans l'ordre où je vais les interpeller sur les questions. Donc, je vais commencer d'abord par Gilles. Un peu, bon, tu t'es un petit peu introduit sur pourquoi tu t'es associé au festival. Tu t'es aussi présenté, mais quand même, avant d'enchaîner avec les différents sujets, ah oui, il y a Denis aussi qui arrive. Voilà, ok. On applaudit Denis aussi. Denis, le maire de Medan et vice-président. Donc, merci Denis. Donc tout d'abord, Gilles, bon, tu viens de t'introduire, mais quand même, juste en quelques minutes, si tu peux nous dire tout d'abord pourquoi c'est important d'être présent au Festival Sciences Infuse par rapport à la promotion justement des métiers STEAM et des métiers et des sciences et des nouvelles technologies. Et où, bon, tu t'es présenté juste avant. Peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, rajoute juste quelques mots-clés en complément de ce que tu as dit avant. Voilà. Oui, alors je vais être hyper pragmatique, mais pourquoi c'est important d'avoir ce type d'événement? Je pense que d'abord, le premier message, c'est vers les probablement ceux qui sont très jeunes en réalité. La France vient de publier un nouvel indice en matière de mathématiques. On est dernier des pays européens et c'est absolument tragique parce que ça reflète une forme de crispation qu'on peut avoir à l'égard des STEM. Je parlais avec la fille de ma femme de ménage qui me disait c'est le moment de l'orientation et donc je vais aller probablement plutôt vers un parcours littéraire. Et je lui disais mais pourquoi tu fais pas des maths? Elle dit les maths c'est pour les bons, je veux pas faire de maths. Et elle est première de sa classe en maths. Et en fait ça, on a créé une sorte d'image à l'égard des sciences dures, qui est d'un truc sérieux pour une forme d'élite, qui est exactement le contraire de ce qu'il faut faire si on veut avoir un pays inclusif et qui est capable d'affronter l'avenir avec efficacité. Et donc, le fait de montrer les conséquences heureuses de ce que l'on peut faire avec la physique, les maths, etc., qui est finalement tout un tas de trucs hyper sympas, hyper inclusif, hyper tourné vers ce que moi j'appelle le progrès, c'est-à-dire l'innovation au service de tous, eh bien, ça peut avoir pour conséquence de renverser ce narratif. Et je pense que nous avons tous la responsabilité de faire en sorte de dire, en fait, les maths, c'est une façon de voir le monde qui est absolument magnifique, qui est juste un jeu de l'esprit, et qui se cultive, et que la bosse des maths n'existe pas, et c'est juste quelque chose qu'il faut collectivement décider. Donc voilà, moi c'est un peu loin du sujet de l'intelligence artificielle, mais en même temps extrêmement près. Et moi je suis ici pour 3 raisons. La première, c'est que je suis meudonnais d'origine, donc ça c'est une raison assez valable. La deuxième, c'est que vous m'avez demandé de venir et que voilà, je suis sensible à cet appel-là. Et puis la troisième, c'est cette raison-là, c'est que je pense qu'il faut qu'on se mette en formation de combat et qu'on arrête avec cette idée d'élitisme qui est en train de nous tuer à petit feu et qu'on explique que le but, c'est de jouer. C'est pas d'être à Polytechnique, c'est de jouer. Merci beaucoup Gilles pour déjà ces premières paroles.
Je vais donner la parole à Olivier, Olivier Vicard. Donc, tout d'abord, pour que tu te présentes et tu nous expliques pourquoi tu nous as rejoints dans cette aventure avec le sponsoring d'Orange. Oui, alors je m'appelle Olivier, bonjour. Je travaille chez Orange. J'ai dirigé des unités techniques de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes, avec beaucoup d'hommes, pas assez de femmes. Et depuis 4 ans, je me suis occupé des Jeux Olympiques de Paris 2024 pour Orange. On va en parler dans une deuxième partie. Alors pourquoi Orange participe à la fois à ce festival et puis il y a un stand qui est juste à côté? On est évidemment convaincu en tant qu'entreprise de l'importance des sciences, de la technologie, de l'ingénierie, des maths. C'est évident parce qu'on a une entreprise technologique, mais on est aussi convaincu, et on est des centaines, enfin des dizaines de milliers à le vivre, de l'intérêt pour chacun, et en particulier, vous l'avez dit Gilles, pour les jeunes hommes, jeunes femmes ou jeunes enfants, de rentrer dans les filières scientifiques, techniques, d'ingénierie et de maths. C'est d'abord une formation qui est absolument passionnante, ça vous offre des métiers qui sont passionnants, et puis ça vous permet d'évoluer en permanence pendant toute votre carrière, parce que ce que vous avez acquis pendant votre formation, en fait, vous prépare à évoluer sur toutes les évolutions technologiques et des changements d'activité. Donc, en tant que parent, je vois une majorité de parents, je vois quelques enfants, voilà, incitez vos enfants à s'intéresser aux sciences, à la technologie, etc. Alors, pour illustrer sur ce que fait Orange, on est, donc vous le savez, une entreprise scientifique et technologique majeure. On travaille sur les réseaux, fibres, mobiles. On travaille sur l'intelligence artificielle, qui est absolument une révolution. On travaille sur la cybersécurité. On travaille aussi sur l'empreinte carbone. On sera neutre en carbone en 2040. Les Jeux de Paris, on les a fait avec 40% de carbone en moins que les Jeux de Tokyo il y a 3 ans et demi. Voilà, donc on est sur tous ces sujets-là. On a une palette de métiers qui est absolument incroyable. Des techniciens, des techniciennes, des ingénieurs, des experts, avec un panel extrêmement large en fonction du niveau de scolarité. Donc, c'est pas uniquement des recrutements élitistes, mais il y a bien l'ensemble des métiers qui sont possibles. Et puis, tout ça, on le concrétise tous les jours. On a 6000 recrutements à venir dans les 4 ans à venir, une majorité sur les métiers techniques. Et puis, chaque année, on a 2300 alternants qui rentrent chez Orange pour 1, 2 ou 3 années et qui bénéficient de la formation d'Orange. Voilà, donc, encore une fois, et ce qu'on fait chez Orange est vrai aussi pour beaucoup d'entreprises. Donc, je vous cite évidemment l'entreprise qui m'est particulièrement chère, voici là aussi, je crois. Mais voilà, c'est quelque chose qui est vrai pour toutes les entreprises. Donc, encore une fois, mon message principal, c'est encourager vos enfants à s'intéresser, à rentrer dans les filières scientifiques, techniques, d'ingénierie et de maths. C'est juste passionnant et ça leur permet d'évoluer ensuite pendant toute leur carrière dans des métiers scientifiques et dans d'autres métiers. Merci beaucoup Olivier. En fait, je retiens un mot. On veut essayer que toutes les filières, il y a les profils, les parcours soient pas forcément élitistes, mais justement que ça soit les nouvelles technologies pour tous. Et donc c'est un de nos objectifs du festival. Je vais rebondir là-dessus avec Régis Castagnier. Donc Régis, un de nos grands sponsors également, Equinix. Si tu peux te présenter et également de dire pourquoi Equinix s'est associé au festival. Alors, pour ma part, contrairement à Orange, je suppose que très peu de gens dans l'assemblée savent qui est Equinix et ce que l'on fait. En général, on me dit Equinox, salle de gym ou des choses dans ce genre-là. Ce n'est pas le cas. Equinix est le leader mondial du data center. Donc, quand on dit ça, eh bien, il faut juste imaginer que 9 fois sur 10, quand vous allez utiliser votre téléphone portable, vous allez passer par nos data centers. Et nos data centers, c'est quoi? Pour simplifier, eh bien, d'un côté, ce sont des hôtels à informatique où on va héberger l'informatique du monde entier qui va être dans ces bâtiments techniques. Et puis, d'un autre côté, ce sont des espèces d'aéroports où on va réunir tous les écosystèmes qui permettent, par exemple, encore une fois, quand vous utilisez votre téléphone portable, par exemple, pour faire un Teams, vous allez utiliser une box de chez Orange qui est hébergée chez nous. Vous allez utiliser Teams de chez Microsoft qui est également hébergé chez nous. Eh bien, le fait que les deux soient au même endroit permet d'optimiser l'utilisation, par exemple, de Teams.
Donc ça, c'est notre métier. On le fait à l'échelle de la planète. Et en France, nous avons désormais un petit peu moins de 500 collaborateurs qui sont principalement sur Paris, mais également à Bordeaux. Donc ça, c'est le métier d'Equinix. Maintenant, pourquoi être là aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que, un peu comme mes camarades, je fais partie des entreprises qui sont plutôt classées, entre guillemets, ou qui sont vues comme étant des entreprises de technologie, et que, naturellement, les jeunes, et en particulier les jeunes femmes, ne viennent pas vers ces entreprises. Et on se rend compte que dans nos entreprises, une des richesses de notre entreprise, eh bien, c'est la diversité. Et la diversité, c'est aussi la diversité homme-femme. Aujourd'hui, chez Equinix, on a réussi quand même à avoir 21% de notre personnel qui sont des femmes et qui s'épanouissent dans notre entreprise. Mais on se rend compte qu'il faut qu'on plante une petite graine bien plus tôt pour être capable, en fin de compte, d'avoir des jeunes qui vont se dire « bah oui, pourquoi pas ?» Ce monde-là est aussi un monde qui m'est ouvert et dans lequel je pourrais m'épanouir. Et donc, c'est un peu l'objet de notre présence aujourd'hui. Et quand Vassila nous a présenté ce festival, on s'est dit, ben ouais, c'est un endroit assez logique parce que si on peut dès aujourd'hui, on va dire, susciter des peut-être pas obligatoirement des vocations, mais au moins, ouais, j'ai envie d'aller voir ce que c'est. Eh bien, automatiquement, on va avoir plus de candidates qui vont nous rejoindre et qui vont nous permettre de nous épanouir. Donc, c'est ça l'idée de notre participation aujourd'hui. En tout cas, un grand merci pour votre confiance, que ça soit Equinix ou Orange. Donc, nous sommes très fiers de vous avoir en tant que partenaire officiel. Et maintenant, avant de terminer le premier tour de table, je vais passer la main à Philippe Cohen. Donc, Philippe Cohen a été éclipsé par l'éclipse solaire. Et oui, on a eu un concurrent vraiment sévère. Donc, il nous a rejoint à cette table ronde. Donc, il va nous parler en quelques mots pour te présenter d'abord et pourquoi c'est important finalement d'avoir une IA vertueuse et qui nous protège des réseaux toxiques. Merci beaucoup. Et bravo pour cette initiative que je trouve fantastique et très ouverte. Et l'ambiance fait penser un peu à l'écho. Il est très projeté. Et l'éclipse peut parfois avoir aussi des vertus de sérendipité, puisque grâce à cette éclipse, il y a des portes qui sont ouvertes. Et aujourd'hui, on est en interaction ensemble quasiment paritairement. Donc, je voulais vous dire qui je suis. Donc, je m'appelle Philippe Cohen et j'ai fondé une ONG en France qui s'appelle Respect Zone, qui ressemble un peu à ça. C'est en fait une forme de label qui permet de pouvoir identifier les zones où on fait attention à l'autre en termes de harcèlement, d'infox, de radicalisation en ligne ou de haine en ligne. Donc, ce sont des zones où on va se dire, tiens, on va faire super attention et on va essayer de travailler. C'est exactement le thème du jour aujourd'hui, de voir comment est-ce que la science, également, les algorithmes, la programmation, le codage peuvent aider à rendre des espaces numériques plus humains par design. C'est ça notre œuvre depuis 10 ans maintenant et on travaille avec les entreprises. Nous sommes très heureux d'être partenaires du groupe Orange notamment, avec sa RSE, avec l'équipe qui est extrêmement efficace aussi. Et nous travaillons, c'est pour ça que je me tourne vers Denis aussi, avec les collectivités locales dans la région Île-de-France et ailleurs. Et demain, on part même en Martinique pour une mission de 10 jours pour travailler avec les enfants, avec les mairies, avec le département également. Il n'y a aucune frontière pour essayer de faire un exercice qui marche bien en anglais, to mushroom respect. En français, c'est champignonner le respect. C'est la contagion c'est une contagion positive pour servir, enfin, pour faire en sorte que ce grand porte-voix qui est l'univers des réseaux sociaux et des communications en ligne et des messageries en ligne puisse être dévolu au meilleur de la relation humaine et de mettre toujours l'humain au centre de l'équation. Alors, la question que vous me posiez, c'était comment est-ce qu'on peut essayer de voir comment est-ce que l'IA générative peut être mise au service du respect des droits humains. Ben, c'est notre question du moment, c'est de voir comment est-ce qu'on peut ne pas rater le train de l'innovation. On l'a formidablement raté
dans les années 70, 80, 90 pour l'avènement de ARPANET, de l'Internet, ou qui était censé être entre personnes de confiance, soit dans l'armée, soit dans le monde universitaire ou la recherche. Donc on se disait il n'y avait pas besoin de règles extrêmement claires et fortes. Il n'y a pas besoin d'aller afficher le respect partout pour un peu comme un nudge pour ne pas oublier de respecter l'autre. Et en fait, tout a suivi ce ratage du marquage et de l'éthique construite avec la mécanique de la technologie. Il y a eu une espèce d'effet retard qui a été dramatique et qui fait qu'aujourd'hui, notre association et d'autres associations et les pouvoirs publics et les entreprises sont très vite dépassés par la toxicité non pas des réseaux, puisque les réseaux sont des machines, ne sont pas toxiques en soi, mais de l'usage qui en est fait ou de l'absence de conscience et de prévention. Alors pour finir, pour que ce soit un vrai dialogue, pourquoi est-ce que je suis aussi ravi d'être ici avec vous? C'est parce que la notion de développement des sciences et de l'innovation, elle part aussi de l'inspiration qu'on peut produire vis-à-vis de toutes les populations, y compris des futurs scientifiques. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être un scientifique accompli pour se rêver scientifique et pour commencer à construire des univers qui puissent nous ressembler. Et il y a une grande différence entre croyance et connaissance. Et ici, on sent bien, avec l'écho, avec le dirigeable qui nous regarde, qu'on a fait ici le choix de la connaissance contre la croyance, parce que la croyance a beaucoup de non-vertus et de choses trappes. Donc c'est pour ça que je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup Philippe pour ce message positif. On peut continuer à utiliser l'IA et l'IA génératif tout en se protégeant, tout en ayant les bonnes règles. Et merci pour son soutien avec ton association. Je passe la parole maintenant à Denis Larguero. Denis, soutien précieux en tant que maire de Meudon et vice-président des Hauts-de-Seine. Si tu peux d'abord, même si ici tu es en local, on te connaît tous, mais c'est toujours bien de te présenter en quelques mots et dire pourquoi tu es partenaire et de la première heure, je dirais, soutien précieux pour le festival Sciences Infuse. Merci beaucoup Vassila. Donc Denis Larguero, en effet, j'ai la chance d'abord d'être le maire de cette ville incroyable qui est Meudon, vice-président du département des Hauts-de-Seine, ville qui a vu naître notamment Gilles Babinet à cette tribune, mais pas que. Évidemment, je suis, je pense, pleinement dans mon rôle ici, puisque c'est l'ADN de la ville de Meudon depuis plusieurs siècles, d'être un lieu dans lequel on fait de la science, dans lequel on parle de science, dans lequel on vit la science, ou en tous les cas on la vivait. Une de nos ambitions, c'est de réouvrir ces lieux de science que Gilles a connus fermés, qu'il a d'une certaine manière contournés, dont il est parti à la découverte, qui ont attisé son esprit, il nous l'a raconté il y a de ça quelques années, et qui ont fait de lui un chercheur par l'absence. Eh bien nous voulons aujourd'hui en faire des lieux, au contraire, où on diffuse, où on ouvre. Et c'est la raison pour laquelle je suis surtout très admiratif, très impressionné, parce que vous avez réussi à construire en quelques mois, vous, Vassila, Françoise, Nick Licero, toute l'équipe de Sciences Infuse, parce que, eh bien, inévitablement, en tant que maire d'une ville, on se sent responsable, à la fois comme, évidemment, responsable de nos jeunes, de celles et ceux qui, demain, feront la ville et la société, qui feront la France, tout simplement. Nous avons en charge les écoles. Nous sommes, évidemment, et nous nous sentons responsables en tant que nous devons être capables d'adapter nos villes à des changements de toute nature, climatiques, technologiques, et qui nécessitent, et dont nous pensons que la science peut nous aider à le faire. Et nous avons vocation à travailler, enfin, avec un écosystème qui est celui que nous avons la chance
de connaître Meudon et que nous avons encouragé évidemment à rejoindre cette ville avec certes des grandes institutions publiques comme l'Observatoire, la Grande Soufflerie, le CNRS, mais aussi des entreprises comme HP, comme Thales, comme Equinix, comme Dassault Systèmes, j'y reviendrai, comme Bouygues Télécom ou d'autres. Cette responsabilité, Gilles l'a dit tout à l'heure, elle commence aux âges les plus petits. Et pour travailler aussi dans une entreprise de technologie qui a du mal à recruter des jeunes femmes, de la vie générale, tout se joue au collège, voire avant le collège. Et avant le collège, c'est qui? C'est nous. C'est les mairies, c'est les villes. Le collège, c'est les départements. Qu'est-ce qu'on fait à Meudon? On a créé un lab, on a ouvert une école du numérique avec HP, qui a financé la totalité de l'équipement de ces lieux-là. Nous accueillons des chercheuses comme Pernelle Bernardi, qui est en charge du laboratoire d'optique de l'Observatoire et grâce à qui Meudon est sur Mars. Mesdames, Messieurs, Meudon est sur Mars grâce à Persévérance. J'espère que vous en êtes fiers collectivement aujourd'hui. Et donc, nous pressentons et nous essayons effectivement de poser cette graine dans l'esprit des jeunes filles, des jeunes femmes, des collégiennes, puis des lycéennes, de manière à ce qu'elles fassent les bons choix le plus tôt possible et qu'elles rejoignent ces filières scientifiques. Ensuite, nous devons, je pense, porter la conviction que la politique et la science font bon ménage, que la science a sa place en politique. Et quand on voit de quelle submersion on fait l'objet d'infos, d'intox, de complotisme, de tout ce qui est finalement de l'ordre de alors d'une certaine façon de la croyance, de la cyberviolence, eh bien nous ici, nous voulons faire la démonstration que la science va nous aider à régler les problèmes qui sont ceux qui font que les jeunes aujourd'hui sont inquiets, que les jeunes aujourd'hui sont dans une vraie inquiétude par rapport à l'avenir, et à commencer par le changement climatique. Gilles d'ailleurs l'a écrit dans une tribune. Ce qui peut aujourd'hui accélérer notre adaptation au changement climatique, c'est la science qui peut nous le dire, et l'IA peut nous y aider. Je prends un exemple très simple. Meudon, nous, d'un point de vue structurel, c'est viser l'autoconsommation énergétique sur 17 500 habitants, une zone d'activité et d'emploi complète au travers du basculement dans la géothermie profonde, aujourd'hui d'une chaudière gaz qui alimente 7 500 logements, donc 17 700 tonnes de CO2 économisées. C'est la récupération de la chaleur fatale des data centers que Régis est en train de construire à Meudon-la-Forêt. C'est l'installation de panneaux photovoltaïques sur l'ensemble de nos écoles de Meudon-la-Forêt, et c'est l'utilisation d'éoliennes de toit pour arriver à un mix énergétique qui va nous permettre de basculer majoritairement en énergie renouvelable. Mais ça, on peut le décider, nous, sans les citoyens. Et là, on n'a fait que la moitié du boulot, pour moi. L'autre moitié, c'est d'aller convaincre les citoyens que la science est bonne et qu'elle fait le bien, et qu'elle le montre, et qu'on peut le comprendre, qu'elle est pédagogique. Et pour ça, nous venons de développer et de rendre public un jumeau numérique de différentes places publiques de Meudon, qui nous permet de factualiser, donc avec Dassault Systèmes, la technologie Dassault Systèmes, de factualiser la transformation de ces espaces publics d'îlots de chaleur en îlots de fraîcheur. Et vous voyez devant vous des simulations qui permettent de mesurer qu'en fonction des matériaux que vous utilisez, des arbres que vous plantez, de l'endroit où vous les positionnez, de la hauteur qu'ils vont avoir, de l'orientation de la place, vis-à-vis des vents dominants, à niveau du sol, à niveau de l'homme, à niveau des étages, eh bien, vous obtenez des gains concrets de température. Et cette présentation est la présentation qui a recueilli le plus grand succès du forum auquel nous avions convié plus de 300 Meudonnais. Et ça, je crois que c'est un très bon message. C'est un message très positif, c'est un message très encourageant de se dire que quand la science se rend accessible, elle passionne. Non seulement elle passionne, mais elle
convainc, elle explique, elle embarque et elle permet de prendre la bonne décision politique. Et voilà, je pense que c'est un bon message pour un jour comme aujourd'hui. Merci beaucoup, Denis. Alors, je dirais oser les sciences. C'est notre slogan du festival Sciences Infuse. Tu as dit justement, nous avons un public ce week-end large, je dirais presque de 3 ans à 99 ans. Donc, c'est extrêmement important pour nous, justement, de travailler sur tous ces aspects-là, et dès l'enfance, et de travailler sur les biais. Et les sciences, c'est partout et accessible à tous. Voilà. Donc, ça me permet de revenir à Gilles avec notre deuxième série de questions. Alors, j'espère, n'hésitez pas à nous interrompre. Hein. Quand même, c'est un événement grand public, donc on aimerait bien aussi que ça soit interactif. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de compléments d'information ou vous avez une question à poser, on peut interrompre pour rendre encore plus dynamique cette table ronde et de conférence d'ouverture. Gilles, maintenant, la question que j'ai envie de te poser, comment finalement, quelles sont les propositions concrètes? Parce que les festivals, c'est bien d'avoir ce melting pot d'idées, de richesses, de différentes parties prenantes, mais on veut passer à l'action. Et donc, concrètement, quelles sont tes suggestions à travers aussi tes démarches directement ou indirectement? Quelles sont les propositions concrètes finalement pour vulgariser les sciences auprès de tous et sans élitisme? C'est bien parce que c'est littéralement une introduction qui me permet de faire un peu de publicité pour le mécanisme que je porte actuellement avec le Conseil national du numérique qui s'appelle CAFEIA. Il y a 1 an et demi, le président de la République nous a demandé de faire un rapport sur qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire en sorte que la France rattrape son retard, pour le dire de façon assez brute, en matière d'intelligence artificielle. Il a nommé un groupe de 15 experts pour réfléchir sur ce sujet. On a travaillé pendant 8 mois et on a remis notre rapport en avril de l'année dernière. On a fait d'ailleurs 15 propositions aussi. Et il y a certaines de ces propositions qui sont évidemment très techniques, mais il y en a une que je pense tout le monde saisira, qui consiste à dire ce qui est important, c'est de faire débat. Pourquoi? Parce que je pense, enfin en tout cas moi ça m'arrive souvent, et je pense que certains d'entre vous aussi, quand vous vous retrouvez dans un déjeuner de famille le dimanche et que vous commencez à parler de l'intelligence artificielle, c'est assez impressionnant de voir les fantasmes et objectivement les mythes infondés que cela peut véhiculer. Donc il y en a plusieurs, par exemple il y a ce qu'on appelle le futur du travail, et tout le monde a son point de vue là-dessus, sur le fait que le travail va inéluctablement disparaître, etc. etc. Alors je vais le poser assez brutalement juste pour donner cet exemple-là, mais il n'y a aucun travail académique sérieux qui parle de disparition du travail, pas actuellement. Et juste pour résumer ce sujet-là, les gains de productivité qui sont attendus de l'intelligence artificielle dans une perspective à moyen terme, c'est 1,5% par an pour ce qui est des prédictions les plus ambitieuses. Pendant les années 60, on avait 4% de productivité par an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 4% du travail qui est détruit et remplacé par des machines tous les ans. Et malgré tout, dans les années 60, on était dans une situation de plein emploi. Et il est vraisemblable que ce qui nous fait face est quelque chose d'assez facile, entre guillemets, à absorber. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un gros travail d'accompagnement, notamment de régulation, d'accompagnement politique pour faire ça. Mais voilà, c'est la même chose sur de nombreux autres sujets. Et donc le but, c'est de remplacer on dirait que, et j'ai entendu que, par des éléments qui sont factualisés par la recherche, et de faire en sorte que sur l'ensemble des thématiques qui sont très larges, parce que on est face à une rupture qu'on peut qualifier d'anthropologique, eh bien, on fasse en sorte que on permette à chacun de passer d'une situation de personne qui subit à personne qui agit. Et donc notre objectif, c'est de créer des feuilles de route personnelles
Donc vous avez des questions, un gamin de 10 ans se dit tiens, par exemple, est-ce que je suis capable de coder de l'IA? Oui, il peut faire ça. Une grand-mère de 70 ans va s'inquiéter du devenir de son petit-fils et va justement se poser la question de savoir ce qui va se passer en matière de futur du travail. Quelqu'un d'autre va s'intéresser au sujet de démocratie et de désinformation amené par les enjeux de l'IA. Une autre personne peut s'intéresser au sujet de cybersécurité. Il y a des dizaines et des dizaines de sujets. Je vous dis ça parce que nous, notre travail au Conseil national du numérique, c'est de créer ces feuilles de route et on en a créé des dizaines jusqu'à présent. L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que les gens puissent s'emparer de ces feuilles de route et de sortir d'un café IA en se disant « ça m'intéresse, je vais continuer moi-même », soit en retournant à d'autres événements, soit en allant sur des parcours en ligne qui peuvent exister à cet égard. Et on s'est fixé un objectif un peu ambitieux puisque l'objectif, c'est d'ici 2027 d'avoir parlé à 2 millions de Français sur ce sujet. Quand vous traduisez ça en pluie fine, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse des dizaines de milliers de cafés IA chaque année. Cette année, on est bien parti pour en faire plusieurs milliers. On est accompagné en ce sens par la Poste, la NCT, quelques autres grands acteurs. La NCT, c'est l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Ce sont eux qui sont en charge des maisons France Service. Je ne sais pas s'il y a une maison France Service. Il y en a pas, mais non. Ouais. Ouais. Il y aura des cafés IA. Je sais que j'ai pas de doute là-dessus. Je connais l'engagement de Denis sur ces sujets. Et il y a d'ailleurs à Meudon-la-Forêt, on peut le rappeler, ce centre extraordinaire. Tu peux dire un mot peut-être là-dessus? La maison numérique de l'école du numérique à Meudon-la-Forêt, qu'on a, je crois, inauguré ensemble, hein, et qui est vraiment très emblématique de ce qu'une ville devrait faire, et ce que fait Meudon à cet égard, pour faire en sorte que tout un chacun puisse finalement se familiariser avec les techniques numériques et finalement retirer cette espèce d'appréhension qui peut exister, ludifier, gamifier sur les jeunes générations ces thèmes-là. Et voilà, ça c'est important. Je dirais que, je ne veux pas trop prendre la parole, hein. Moi j'ai un tropisme un peu personnel parce que quand j'avais une douzaine d'années, j'ai un copain qui vient me voir et qui me dit « J'ai un dilemme, mon père pour Noël ou pour mon anniversaire, je ne me rappelle plus, me propose de m'offrir soit une cabane de jardin, soit un ordinateur. » Alors, pour être très franc, moi j'avais milité pour la cabane de jardin, lui pour l'ordinateur. Il a gagné l'ordinateur et en fait on a passé nos nuits littéralement à faire du code et c'est comme ça que je suis devant vous aujourd'hui. Donc c'est des petits incidents de pas grand-chose. Donc avoir ce lieu numérique, on se rend pas compte des conséquences à moyen terme. C'est un petit peu le phénomène du vol de papillons dont il est question ici et qui permet de réussir à faire ce genre de choses. Et c'est aussi pour ça qu'on fait des cafés IA. Alors, la régie me dit qu'il faut qu'on accélère un petit peu. On a 2 minutes pour finir. Donc, on va, en fait, Olivier, on peut lancer quand même la vidéo? Oui, on lance la vidéo. Avant l'intervention d'Olivier. En 2020, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont lancé un défi à Orange. Le défi de relier 3 milliards de passionnés à travers le monde. Ce n'était qu'un début. Nous avons dû en réaliser de nombreux autres durant Paris 2024. Le défi d'ouvrir en grand les Jeux en connectant en direct via nos réseaux et vers le monde entier, la première cérémonie d'ouverture hors d'un stade avec un show sur plus de 6 km au cœur de Paris, sur la Seine. Le défi de connecter tous les acteurs, athlètes, spectateurs, téléspectateurs, arbitres, services de sécurité sur 35 sites sportifs lors de 878 événements. Le défi de permettre aux photographes de capturer et partager en moins de 90 secondes les records battus au Stade de France, au Château de Versailles, sur les pavés parisiens, dans les bassins olympiques, au Grand Palais, sur les tatamis. Le défi de faire ressentir le souffle des vagues de Tahiti en moins d'1 seconde partout dans le monde. Le défi de remplir les stades avec plus de 27 000 billets offerts aux fans par Orange.
C'est en partageant leur passion que ces fans ont poussé les réseaux d'Orange à atteindre leur pic record de 1,86 terabits par seconde lors des finales de natation. L'équivalent de 500 heures de vidéos très haute définition par seconde. Ouais, plus impossible. Et défi ultime, avec le marathon pour tous, Orange a ouvert les portes de Paris 2024 à 40 048 athlètes olympiques d'un jour. Nos 1000 techniciens ont connecté ces jeux et permis aux athlètes et à tous les acteurs de créer ce spectacle inédit. Les images portées par les réseaux d'Orange, notre expertise technique et l'engagement de tous nos salariés ont contribué à faire de Paris 2024 le plus grand événement médiatique de la planète. Tous ces défis, nous sommes fiers de les avoir relevés. Orange est là. Voilà. Je pense que tout le monde a un souvenir assez ému et très positif des Jeux. Enfin, pour la France, pour les entreprises et pour le monde, c'était fabuleux. Je vais juste vous citer 3 chiffres, au-delà du défi technologique que ça représente, que vous imaginez bien avec ce que vous avez vu. Le premier chiffre, c'est 1000 personnes du monde technique, un quart de femmes, qui ont été les artisans de tout ça. Le deuxième chiffre... Le deuxième, c'était un quart des femmes. Et le troisième chiffre, c'est 800 personnes sur les 1000 qui n'avaient pas d'expérience avant sur l'événementiel. Donc ce sont des techniciens, techniciennes, des chefs de projet, des chargés d'affaires, des directeurs régionaux, etc., qui se sont portés volontaires, des salariés d'Orange, qui se sont portés volontaires pour travailler en parallèle de leur activité habituelle sur les Jeux de Paris 2024 pendant plus de 2 ans. Voilà. C'est une aventure humaine qui est absolument incroyable et ces 800 personnes qui étaient sur leur activité habituelle, qui n'avaient pas d'expérience de l'événementiel, on les a formés, on les a soutenus, on les a encouragés pendant 2 ans, 2 ans et demi, de manière qu'elles puissent participer à cette aventure. Et je peux vous dire que voilà, elles en gardent des souvenirs qui sont absolument fabuleux. Et ce que je veux illustrer, c'est à la fois ce qu'on a fait, c'est ce que ces personnes ont fait, et c'est vraiment des engagements remarquables. Mais je reviens sur mon message initial qui est, si vous rentrez dans des filières scientifiques et techniques, ce que vous apprenez à l'école, que ce soit une école d'ingénieur, un BTS, un Bac+2 ou des métiers extrêmement techniques, vous permet, parce que vous apprenez, d'avoir des parcours professionnels absolument passionnants et d'apprendre, au fur et à mesure de l'évolution des technologies, de nouveaux métiers. Donc voilà, je crois que c'est Osons les sciences. Osez les sciences pour vous et vos enfants, c'est vraiment une filière qui est passionnante. Un grand merci Olivier, et ça nous a rappelé des très bons moments en 2024. Et merci pour tout, pour ce témoignage et pour cette inspiration. J'ai vraiment la régie qui me demande d'accélérer, donc je vais vous demander d'être vraiment très concis. Donc, si vous avez des messages clés, donc Régis, Philippe et Denis, en un mot ou 2 mots ou une phrase, s'il y a une phrase ou une action clé que vous voulez que le public retienne de l'engagement, premièrement d'Equinix, pour promouvoir les métiers techniques. On revient toujours au même thème, hein. C'est simplement oser. Il y a aucune raison qu'un jeune et en particulier une femme ne puisse pas rejoindre ces métiers techniques. Et derrière, c'est pas tellement la technicité qui est intéressante. C'est exactement ce que tu disais. C'est l'aventure et c'est l'aventure humaine. Et cette aventure humaine, vous pouvez la vivre dans le BTP, dans l'agriculture et dans les métiers de la technologie et des sciences. Voilà, j'étais très concis. Merci Régis. En ce qui me concerne, donc, pour illustrer justement le lien entre le respect et la science, et le respect le fait de créer des destinations numériques garanties, porteuses de respect humain. C'est un vrai défi, parce que l'humain et le numérique, il n'est pas toujours évident à être tracé comme lien. Ça serait d'abord de pouvoir ambitionner que dans certaines collectivités, dont Meudon, que l'on puisse inventer ensemble l'idée que par les jeunes, un hackathon de l'inventivité scientifique au service des droits humains numériques, pour qu'il y ait en gros moins de harcèlement numérique, pour qu'il y ait moins de lapidation en ligne comme cela se fait tous les jours, pour qu'il y ait moins de suicides en France de cette raison-là, etc., qu'il y ait moins d'accès à la pornographie
à partir de l'âge de 7 ans, etc. Donc ça fait partie des choses qui peuvent être inventées par ceux-là même qui l'utilisent. Parce que c'est pas évident d'aller inventer des outils quand on a 60 ans ou 50 ans ou 40 ans pour des jeunes qui en ont 10, 12 et qui ont une autre vision aussi des usages. Et donc cette idée de faire un peu comme des arts martiaux, c'est-à-dire qu'on retourne la force négative en force positive avec toute cette énergie et cette volonté du vivre ensemble citoyen qui aujourd'hui a besoin de la science pour se réveiller. Il y a une espèce de besoin d'un réveil scientifique qui s'est un peu endormi sur d'autres options, peut-être plus capitalistes ou plus myopes, on va dire, à l'intérêt général. Donc c'est l'intérêt général dans le design de la recherche scientifique. Merci beaucoup, Philippe. Alors moi, j'ai envie de lancer un appel aux jeunes meudonnaises qui sont là ou qui vont nous écouter ensuite en vidéo et de leur dire que moi, je compte sur elles pour qu'elles écrivent voilà, la suite, l'avenir des sciences, de la science à Meudon, que la présidente de l'Académie des sciences, à l'heure où nous parlons, est une femme. Elle habite Meudon. Elle s'appelle Françoise Combe. Et j'espère que parmi les jeunes filles qui sont actuellement à l'école à Meudon, eh bien, il y a une future Françoise Combe, ou peut-être même la première martienne de l'aventure qui se précise dans les années qui viennent. Mais voilà, c'est vraiment le souhait de pouvoir être et de demeurer cette terre d'innovation, mais cette fois beaucoup plus au féminin que nous avons été, que nous sommes et que nous serons demain encore. Beau mot de conclusion, terre d'innovation. On va garder cette phrase et forcément, elle va nous accompagner pendant ces 3 jours. Infiniment merci pour votre présence, pour cette inauguration. C'est extrêmement important pour nous. Facile, il y a un petit mot. Oui. Il y a un café de l'IA qui va intervenir à 14h. Café Donc, IA, voilà. 14h, café de l'IA. Il y a une animatrice qui est là. Voilà. Vous allez découvrir cette innovation. Et Gilles Babinet fera une dédicace juste après l'inauguration. Donc voilà, il y a le livre de Gilles Babinet. Et n'oubliez pas de passer les stands Orange, les stands Equinix, où vous avez des démos, des jeux ludiques, de la réalité virtuelle cet après-midi. Donc n'hésitez pas. Et bien sûr, avec toute la richesse des ateliers que vous pouvez voir, d'associations et d'ateliers, différentes activités dans le cadre de ces 3 jours. Infiniment merci et je vous dis à tout de suite.